Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le numéro 1 Malagasy, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Vienne, capitale de l'Autriche, hier pour une visite officielle de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ou ONUDI. Il est également nommé champion de l'industrialisation IDA 3 et recevra son trophée demain. Accusation du président de la République d'être un trafiquant d'or, publication de documents contenant des informations non divulgables, mise en danger de hauts fonctionnaires, destruction d'entreprises, ce sont entre autres les accusations contre celui ou celle qui a diffusé et partagé les photos concernant l'étiquette de bagages du président André Rajoelina sur Facebook lors de son départ pour la France le 9 août. Où sont les limites de la liberté? Ou n'est-elle pas encore comprise par tous? Les détails. L'étiquette de bagages du président, qui a été secrètement photographiée, est devenue virale sur Facebook et il y a eu beaucoup d'insultes et de moqueries sur son voyage et le poids de ses bagages. La diffusion de tels documents est interdite et des peines sévères, en plus de l'emprisonnement et des amendes, sont infligées à ceux qui en sont reconnus coupables. Le responsable peut même être démis de ses fonctions. Les enquêtes sont désormais ouvertes et ceux qui ont diffusé l'image sur Internet feront également l'objet de la même enquête, car selon la loi, chacun est responsable qu'il ait pris l'image, publié l'image ou l'ait diffusée dans les réseaux sociaux. Quel est le but de cet acte? Jusqu'où va le respect de la liberté? Est-ce dans le but de détruire le président au point de lui ôter sa vie? Ou pour détruire des sociétés de transport et les agents de l'aéroport? Les auteurs sont-ils motivés par une persécution politique illimitée et essayent de trouver tous les moyens de nuire au président au point de publier ce qui ne peut pas être publié? Mais lorsque la loi sera appliquée, les auteurs de tels actes oseront-ils crier à la persécution alors qu'ils ont négligé le droit le plus simple de leurs victimes? Sont-ils au courant des droits et des obligations qu'impose la liberté? Dans tous les cas, la compagnie Madagascar Airlines portera plainte et exige l'application de la loi à l'auteur de tel acte. Économie à présent, la suppression des tests PCR et TDR à l'arrivée à l'aéroport d'Ivat et dans tous les aéroports régionaux est effective à partir de ce jour. Cette décision prise par le gouvernement augmentera le nombre de touristes, a déclaré aujourd'hui un opérateur touristique. Yves Janel. S'il a été établi le 30 mars que tous les passagers débarquant à Madagascar doivent subir un test antigénique TDR pour la Covid-19 à leur arrivée à l'aéroport, à partir d'aujourd'hui, cette mesure a été supprimée. Le test PCR au départ des aéroports de l'étranger n'est plus également requis. Cette décision a été prise à cause de la diminution du nombre de cas de Covid-19 au cours de ces 4 dernières semaines. Cette décision apportera d'énormes bénéfices au secteur du tourisme. La suppression du test antigénique est effective depuis ce jour, c'est-à-dire le 11 août 2022. Nous, dans le secteur hôtellerie et tourisme, on reçoit ça vraiment comme une bonne nouvelle parce que ça va permettre d'avoir plus d'investisseurs, plus de touristes qui vont venir à Madagascar, puisque vous savez, le test antigénique, ça a un coût, hein, donc c'était un frein pour les touristes et aussi pour la diaspora malagasy de ne pas venir à Madagascar. 69 383 touristes sont arrivés à Madagascar à la date du 1er janvier 2022 au 7 juillet 2022, selon les statistiques provisoires du ministère du Tourisme. 58,49% sont des non-résidents, 20,14% des Français, 11,55% des Italiens, 3,75% des Mauriciens. Leur âge moyen est de 41 à 60 ans. 52,97% y sont venus pour le tourisme. Maintenant, là, nous sommes actuellement avec un taux d'occupation jusqu'à 85%, puisque là, c'est la haute saison, ce sont les vacances. Donc, on reçoit beaucoup de réservations déjà en ligne, mais éventuellement aussi, on reçoit aussi des touristes qui viennent rendre visite, découvrir Madagascar. Ils restent quelques jours à Tana et puis après, ils partent en province.
La partie nord de Madagascar est la plus prisée par les touristes. Toutefois, bon nombre d'entre eux séjournent quelques jours dans la capitale avant de rejoindre la province, toujours selon les explications. 70 exportateurs ont obtenu le renouvellement de leur agrément pour l'exportation de vanille, a déclaré le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation ce jour. Par ailleurs, 262 ont effectué une demande d'agrément, dont 165 nouvelles demandes. Les détails. Les exportateurs de vanille doivent remplir plusieurs conditions avant de recevoir leur agrément. Pour cette année, 262 demandes d'agrément ont été reçues par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, dont 97 demandes de renouvellement et 165 nouvelles demandes. Concernant la demande de renouvellement, le ministre Edgar Asaf-Javaï a précisé que 27 parmi ces exportateurs n'ont pas rapatrié les devises qu'ils ont obtenues en exportant de la vanille. Ainsi, seulement 70 exportateurs ont reçu un agrément émanant du FINEX. Le ministre Edgar Asaf-Java réunira ses exportateurs de vanille à Antala, la capitale de la vanille, pour établir l'arrêté visant à préserver la position de la vanille malagasy sur le marché international. Et puis, afin de finaliser la réforme du code minier, un atelier de concertation aura lieu la semaine prochaine au MBC Ivatou. Tous les acteurs concernés sont invités par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Le but étant d'améliorer la structure et la gestion du secteur afin qu'il puisse être bénéfique pour le pays. Reportage. Après la finalisation de l'ossature du nouveau code minier, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques procédera à la consultation des parties prenantes et de la société civile avant d'avancer ce projet de loi en Conseil des ministres et aux parlementaires des deux chambres. Cette concertation débutera ce mardi 16 août au MBC Ivatou, durant laquelle sera invitée l'administration. Le 17 août verra la participation de toutes parties prenantes au niveau des directions régionales et interrégionales. Pour le 18 août, les petites mines, les PRE, les lapidaires, les acheteurs, revendeurs de produits miniers, les syndicats et groupements miniers seront les invités. Le 19 août verra la participation des grandes mines, des PE, des PR, du comptoir de l'or et bijoutiers. Et enfin, le 22 août, la société civile, chercheurs, associations des ingénieurs des mines et ingénieurs géologues seront invités. L'objectif de cette concertation est l'amélioration de la structure et la gestion du secteur afin qu'il puisse vraiment être bénéfique pour le pays. Dans un tout autre sujet, les membres du conseil d'administration du Fonds souverain malagasy sont désormais connus. Il s'agit de 7 personnes désignées par la présidence de la République, par la primature et par le ministère de l'économie et des finances. Leur nomination s'est tenue hier lors du conseil des ministres. Les détails. Suite à la promulgation de la loi 2021-024 du 29 septembre 2021 concernant la création du Fonds souverain malagasy ou FSM, les membres de son conseil d'administration ont enfin été connus hier lors du conseil des ministres. Il s'agit de 2 membres désignés par la présidence, 1 membre désigné par la primature et 4 autres désignés par le ministère de l'économie et des finances. Razunjay Betiresi, un diplômé de MBA en finance et conseiller financier et investissement, ainsi que le professeur Azaf Manzatou, diplômé en 3e cycle CETIM International Montréal-Canada, ont été désignés par la présidence. Cal Narcisse, diplômé de master en administration d'entreprise, sortant de l'ISKE, a été nommé par la primature. Ramana Panouarana Ange Velumiadana Bearsan, expert comptable. Razaf Njakout Rivniana José, magistrat, Ranef Samia Lianjian, ancien administrateur auprès de la Banque de développement des fonds Comores, et Rabarjon Francis Christian, diplômé en gestion, finance, commerce et marketing, ont été désignés par le ministère de l'économie et des finances. Pour rappel, le FSM a été mis en place pour financer les projets de développement prioritaires de la politique générale de l'État. Il pourra également être investi dans des projets stratégiques, rentables et créateurs d'emplois. D'autre part, ce fonds constituera des réserves financières pour les futures générations, permettant de valoriser les ressources naturelles telles que les terrains domaniaux, les ressources minières, mais aussi pétrolières. Un capital de 10 milliards d'ariars y sera placé.
Fait divers à présent, un Dahal ou complice de Yaris, donc faisant partie de la bande qui a brûlé vif 33 personnes à Amboul Taraké, en Kazoubé, a été abattu par les gendarmes de la compagnie Imerna Centrale ce matin vers 5 heures. À l'heure actuelle, Yaris reste introuvable, mais les recherches se poursuivent. C'est Tchandjalassi. Ce matin, juste avant l'aube, les gendarmes ont abattu un complice de Yaris à Analarou, Nzouzourbe. Ce dernier, qui n'est autre que le cerveau de la tuerie d'Amboulou Taraké, en Kazoubé, le 29 juillet dernier. La gendarmerie a reçu des informations selon lesquelles un bandit nommé Ranjama Dadassou, également connu sous le nom de Léad, le bras droit de Yaris, a été vu errant et menaçant les habitants d'Ambossar. Après cette information, les poursuites ont débuté. Des tirs ont été échangés et les gendarmes ont fini par le tuer. Une arme artisanale, un sabre ainsi que des balles utilisées ont été trouvées sur la dépouille. Selon la communauté locale, Léad est un bandit complice d'Yaris, un kidnappeur et voleur de bétail qui a déjà écopé de peine de prison et libéré en 2020. Culturel, Dadju, l'artiste français de renommée internationale, sera de retour à Madagascar et se produira au Stade Barea le 14 octobre prochain. Cette fois-ci, Dadju, avec sa bande au complet, viendra chez nous. Les organisateurs ont promis un show unique, avec toutefois un prix d'entrée accessible à toutes les bourses. Ça, Sylvain, sur les images de Sechanjanab. 14 octobre, à partir de 18 h, ce sera le rendez-vous de l'artiste français Dadju avec ses fans malagasy. Ce dernier chantera les chansons qui l'ont rendu célèbre et les nouveautés au Stade Barea. L'événement sera spécial car Dadju sera accompagné de son groupe au complet à cette occasion. Dadju va venir en live avec ses musiciens, chose qu'on n'a pas pu faire quand on était venu en 2019. On avait fait le Palais des Sports. Là, ça va vraiment être un vrai spectacle, un vrai show, comme il a l'habitude de faire. Il est très content de revenir à Madagascar. Quand je lui ai appris la nouvelle qu'on va refaire un show à Madagascar, il était tout excité. Selon les producteurs qui sont d'origine malagasy, les artistes malagasy feront la première partie de l'événement. Les billets ont également été rendus abordables pour tous. Vous avez donc Trini Super qui a 20 000 arias. Vous avez ensuite tout ce qui est Fan Zone qui a 50 000 arias. Vous avez le VIP qui a 100 000 arias et le VIP à 200 000 arias et Silver Gold qui a 60 000 arias. On organise un spectacle aussi juste après des artistes malgaches et le show ça ressemblera un peu à un halftime show du Super Bowl avec des danseurs, des musiciens locaux et afin de promouvoir vraiment l'art malgache et la culture malgache avec un niveau international avec des effets spéciaux internationaux et donc voilà. La première partie du concert, donc, ce sera animé par un DJ. Donc ce sera DJ Seb qui sera aussi en première partie. Il y aura aussi des artistes locaux. On annoncera les noms d'ici la semaine prochaine. Et après en deuxième partie, donc ce sera le concert de Dadju qui sera à partir de 20 h. Tout le stade sera utilisé, c'est-à-dire les 17 500 places. Le gradin, quant à lui, ne sera pas utilisé. Les tickets sont déjà en vente. Concernant les billets VIP, la moitié est déjà vendue. Les billets sont disponibles via le site web Ticketplace. On poursuit avec les actualités internationales. 6 pays européens vont envoyer des renforts pour aider les pompiers qui luttent particulièrement dans les Landes et la Gironde, département où s'est rendue la première ministre Elisabeth Borne. France 24. Qui œuvrent, qui combattent depuis des semaines et des semaines contre les flammes. Vous le savez, aussi le gouvernement avait appelé des volontaires à venir les rejoindre, des employeurs à libérer des pompiers volontaires pour qu'ils puissent rejoindre. Il y en a des dizaines de milliers en France. Donc c'est un message de solidarité. Là, on rencontrait, comme vous l'avez vu sur les images longuement, les pompiers ici. Mais la plupart d'entre eux sont évidemment sur le terrain. Mais son message est plus complexe que ça. Elle a dit que tous ces incendies sont liés au réchauffement climatique. Et donc il faut évidemment penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir avec un plan national pour lutter contre ces incendies à l'avenir. On savait que ces incendies vont se multiplier dans les années à venir. Eh bien, il faut aussi penser à la forêt, comment replanter. Il faut replanter, il faut réfléchir aussi aux espèces.
il faut réfléchir à quel genre de végétation nous voulons et comment la gérer, comment gérer la forêt pour qu'il y ait des règles claires qui empêcheront de nouveaux désastres de ce genre dans les années à venir. Madame Borne l'a expliqué, la Première ministre, que jamais autant de moyens n'avaient été mis en place. Elle nous a parlé, comme vous l'avez dit également, eh bien de la solidarité européenne. Eh bien, tout ce plan, un plan spécial national, sera présenté à la rentrée. Et en Ukraine, la mer aussi est désormais une zone de guerre. Dans la ville d'Odessa, de rares touristes ukrainiens continuent de se rendre dans cette station balnéaire pour retrouver un semblant de normalité, loin du chaos de la guerre. France 24. Ciel bleu et grand soleil sur la côte de la mer Noire. Mais en plein mois d'août, les plages sont désertes. Les rares touristes ont dû troquer le sable fin pour bronzer à même la corniche. Cet été, la mer aussi est une zone de guerre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne sur les plages. Elles sont fermées, plus personne ne peut y accéder. En temps normal, pendant l'été, notre hôtel accueille environ 400 personnes. Mais là, on n'a pas plus de 100 vacanciers, voire moins. Avant, on avait beaucoup de clients d'Arabie Saoudite, de l'Union européenne, de Turquie et d'Israël. Mais maintenant, on n'a plus que des touristes locaux. C'est très difficile. Même le delphinarium, l'attraction la plus populaire de la ville, ne parvient pas à afficher complet. Habituellement, sur les 850 sièges disponibles, pas un seul n'est vide. Mais vous avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas plus de 50 visiteurs. Quelques touristes venus d'autres régions ukrainiennes pour retrouver un semblant de normalité, loin du chaos. Nous sommes venus ici pour fuir un peu les explosions de Mykolaïv. C'est terrible là-bas, les enfants ont peur. Ici, au moins, ils peuvent mieux dormir. Imaginez ce que c'est quand les murs tremblent et que du plâtre leur tombe dessus depuis le plafond. On est venu pour eux. Ici, c'est calme. La vie est complètement différente de celle de Mykolaïv. C'est vraiment très bizarre pour nous de se dire que des choses horribles se passent pas si loin d'ici. Les rares touristes qui sont en vacances à Odessa doivent se contenter de ces piscines dans les nombreux hôtels et resorts qui longent le littoral de la mer Noire, à défaut de pouvoir se baigner dans celle-ci, interdite depuis que les Ukrainiens y ont déposé des mines pour exclure la possibilité d'une attaque des Russes par la mer. Eh bien, cela n'empêche pas certains baigneurs de jouer au chat et à la souris avec les autorités. Selon la police ukrainienne, cela a coûté la vie à un baigneur ukrainien au début de l'été, mort dans une explosion de l'une de ces mines. Et en plein été, les Allemands pensent déjà à l'hiver. Les consommateurs craignent des pénuries de gaz russe et s'équipent en conséquence. France 24. Dans ce magasin de bricolage non loin de Berlin, on anticipe déjà la vague de grand froid. Ici, les clients ne se ruent pas sur les ventilateurs, mais sur tout ce qui pourra leur éviter de grelotter cet hiver. On va isoler la maison avec des gaines isolantes qu'on va placer derrière les chauffages. Pareil pour les fenêtres. On envisage un chauffage électrique pour au moins être chauffé dans la salle de bain. Mais encore faut-il que l'électricité fonctionne cet hiver. Depuis quelques mois, les radiateurs électriques, mais aussi les panneaux solaires s'arrachent comme des petits pains. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent être en totale autonomie et qui veulent produire eux-mêmes de l'électricité. C'est vraiment pour se préparer à toute éventualité. Près de la moitié des foyers allemands se chauffent au gaz, alors la sobriété énergétique est désormais le maître mot. Dans les 500 000 logements du leader allemand de l'immobilier, la température sera réduite à 17 degrés entre 23h et 6h du matin. Ça ne me pose aucun problème. Ici en Europe, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Il y a plein d'autres pays où l'on vit très bien, sans le confort auquel nous sommes habitués. Non loin de là, Heinz Steinreif a pris ses précautions. Cet hiver, le retraité va surtout utiliser sa cheminée. Il a même anticipé une coupure totale du gaz russe. Si le gaz venait vraiment à manquer et que les livraisons s'arrêtaient, on est prêt. On a acheté un réchaud de camping et bien sûr une bonbonne de gaz. Face à la crise énergétique annoncée, les Allemands font feu de tout bois, d'autant que le prix du gaz pourrait tripler d'ici à début 2023. Dans cette association de consommateurs, les appels à l'aide se multiplient. Ceux qui ont des petits revenus économisent déjà où ils le peuvent. Ils font déjà attention au chauffage, mais malgré ces efforts, ils n'auront pas les moyens de payer cette augmentation des prix. Nous appelons donc à un nouveau paquet d'aide pour les consommateurs allemands. Les Allemands qui n'ont jamais eu aussi peur de l'hiver, 10% de la population a déjà investi dans un appareil de chauffage ces 6 derniers mois. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.